Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vois que nous sommes déjà assez nombreux en ligne aujourd'hui. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire qui durera 45 minutes. Donc, avec moi, Laurence Chappe et Nadine Bourgault, toutes les deux chargées de mission à l'ARAC Île-de-France. Donc, on va se passer la parole pour vous présenter pas mal de choses. On a un programme assez chargé aujourd'hui. Voilà, donc avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui se trouve sur votre droite. Nous répondrons en fin de webinaire pour simplifier le flux des questions et surtout le déroulé de la présentation. Si vous avez des soucis techniques, audio ou vidéo, n'hésitez pas à les poser également dans le chat. Une personne de Webikeo prendra en charge votre problème. Voilà d'une part. Donc, avant de commencer, peut-être, je pense que tout le monde ne nous connaît peut-être pas. Donc, nous sommes l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Île-de-France, l'une des 17 ARACT du réseau ANACT-ARACT. Donc, l'ANACT étant la tête du réseau, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, l'ANACT, en quelques mots, est un organisme public mandaté par le ministère du Travail. Les ARACT, elles sont des organismes, donc on est 17, dont une dans chaque région. Donc, les ARACT sont des associations de droit privé, mais avec des missions financées par les pouvoirs publics principalement, mais on intervient également pour des entreprises privées. Alors, chose très importante, nous sommes un réseau paritaire administré par les partenaires sociaux, les organisations patronales et syndicales, et les syndicats de salariés, pardon. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça sous-tend que nos interventions doivent être menées dans un cadre paritaire également, avec une demande qui va venir conjointement des salariés et de la direction. Que fait-on en quelques mots? Donc, nous œuvrons pour l'amélioration des conditions de travail, comme notre nom l'indique, et au travers de plusieurs missions. Donc, d'une part, on va appuyer les entreprises de la région Île-de-France et en particulier les TPE-PME et les partenaires régionaux dans les démarches d'amélioration de conditions de travail et de performance économique. Ensuite, nous allons également capitaliser sur des expériences que nous mènerons avec des entreprises et favoriser l'échange entre professionnels pour mettre en lumière les bonnes pratiques et les diffuser. Ensuite, dernière étape de notre mission, ça va être de faire connaître et de transférer ces connaissances et pratiques innovantes et en les diffusant auprès des entreprises et des acteurs relais régionaux. Alors évidemment, ces missions, plus concrètement, passent par des actions de conseil, de démarches participatives. On travaille parfois sur des actions collectives sectorielles. On va également animer des projets collectifs avec des acteurs institutionnels du territoire. On va mettre en place également des actions de sensibilisation et d'information au travers de conférences, de formations. Voilà, de formation-action aussi en entreprise. Donc voilà, pour résumer, nous expérimentons, nous capitalisons, nous transférons vers des acteurs relais et nous diffusons et nous communiquons auprès d'un maximum d'entreprises pour améliorer les conditions de travail. Voilà, donc ce webinaire est organisé dans le cadre de la 18e semaine pour la qualité de vie au travail. Alors, hop. Donc, c'est 18 ans déjà qu'on organise cet événement, donc on commence à avoir une certaine expérience. Tous les ans, nous avons une thématique différente. Et cette année, compte tenu de ce que nous vivons depuis bientôt un peu plus d'un an maintenant, il nous a semblé essentiel de faire le focus sur qu'est-ce que travailler ensemble. Parce que le travail, la collaboration dans les entreprises a été un peu mise à mal depuis quelques mois. Donc, voilà, l'objectif était de faire réfléchir, d'échanger sur cette notion de travailler ensemble.
Pour ça, donc, au niveau national, nous avons organisé de nombreux webinaires. Donc l'ANACT a organisé notamment de nombreux webinaires sur Webikeo, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la page de l'ANACT. Nous avons également des podcasts, nous avons des articles. Et au niveau régional, nous avons organisé plusieurs web échanges, qui sont des petits ateliers d'une dizaine de personnes, beaucoup plus participatifs, mais également des webinaires comme aujourd'hui et des podcasts. Voilà, donc ce webinaire d'aujourd'hui se situe également dans une journée particulière qui est la journée spéciale TPE-PME. Donc depuis ce matin, nous avons organisé différentes interventions, différents ateliers à destination de ces petites et moyennes entreprises. Ce matin, nous avons fait une présentation d'un jeu, nouveau jeu dans le réseau, le jeu Ergasia, qui permet de mieux appréhender, de mieux comprendre les territoires du travail. Ensuite, nous avons eu un atelier de sensibilisation animé notamment par Nadine, qui est présente encore ce soir, pour mieux comprendre la démarche QVT. Nous avions également un World Café, donc un atelier en intelligence collective de prévu en début d'après-midi. Malheureusement, nous n'avons pas eu assez de participants, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et enfin, ce webinaire ce soir qui va vous permettre de recentraliser un peu toutes ces informations de la journée pour ceux qui ont pu assister à un ou plusieurs ateliers, et puis d'en savoir un peu plus sur les outils et les démarches possibles pour pouvoir vous mettre en action, démarrer éventuellement une démarche QVT demain dans votre entreprise. Voilà, très important aussi sur notre journée spéciale TPE-PME, la diffusion a été aussi possible grâce à nos 5 partenaires qui ont diffusé cette journée auprès de leurs adhérents notamment. Donc l'AFMD, qui est l'Association française des managers de la diversité, une association d'intérêt général fondée en 2017 par des managers soucieux et soucieuses de gérer au mieux la diversité de leur collectif de travail. L'agence Lucie, qui est un centre de solutions pour aider les organisations à devenir acteurs de la transition. Donc là, on va parler plutôt de RSE, de responsabilité sociétale. Ensuite, le Club des entrepreneurs d'Est Ensemble, donc le territoire est du 93, Cluby, donc qui favorise la mise en relation et le développement commercial des acteurs économiques du territoire, de leur territoire. Ensuite, l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre, qui fonctionne sous la forme d'une coopérative de ville qui regroupe 24 communes situées dans le Val-de-Marne et qui accompagne également les entreprises de leur territoire. Et enfin, on a G-Emploi, à l'initiative du pôle de compétitivité Cap Digital qui accompagne le développement des TPE-PME sur le territoire francilien. Et enfin, la Maison de l'Emploi Roissy Pays de France, qui soutient gratuitement sur les questions de ressources humaines les petites et moyennes entreprises. Vous retrouverez, je vais vous mettre le lien sur notre site internet, vous retrouvez tous ces partenaires sur notre site, sur la page dédiée à cette journée spéciale TPE-PME. Voilà, je vais laisser la parole à Nadine d'une part pour démarrer et Laurence d'autre part, qui vont vous présenter quelques repères clés et points essentiels pour engager une démarche QVT. On vous présentera également la gamme de jeux sérieux du réseau pour sensibiliser et structurer une démarche QVT. Et enfin, on vous présentera des dispositifs gratuits d'accompagnement dans le cadre notamment de la crise sanitaire et du télétravail, parce que les entreprises ont bien souffert, on s'en rend compte, et parfois un accompagnement peut aider à redémarrer. Voilà, donc je passe la parole à Nadine, qui va vous parler dans un premier temps des points essentiels. Que faut-il savoir pour engager une démarche QVT? Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, avant de vous présenter des outils, je vous propose que nous partagions quelques points de repère sur les démarches QVT. Alors,
Voilà, j'avais un petit souci technique, donc c'est ça, c'est allé trop vite. Voilà. Donc, quand une entreprise s'intéresse à l'amélioration en fait de la qualité de vie au travail, hein, à cette question, il est important de réfléchir en fait à tout un ensemble d'évolutions qui sont aussi bien des évolutions au niveau du marché, des évolutions sociétales, des évolutions du travail, et ces évolutions sont autant d'enjeux à prendre en compte quand on met en place une démarche QVT. Parce que les actions qu'on va mettre en place dans des démarches QVT, eh bien finalement, elles vont pouvoir porter ces différents enjeux. Alors, quand on parle des enjeux de marché, qu'est-ce que l'on évoque? Les enjeux de marché, en fait, c'est le fait que il y a des évolutions très fortes hein, sur le marché de la concurrence. Il y a des nouvelles demandes des marchés, du marché, des clients, des usagers. Donc, il faut s'adapter, il faut pouvoir innover sur le plan technique, sur le plan organisationnel. Il faut proposer de nouveaux produits, nouvelles offres de services. Et donc, ça, c'est déjà un enjeu important pour l'entreprise. Les enjeux sociétaux, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, ce sont tous les enjeux qui sont reliés aux caractéristiques des populations au travail, hein, des salariés. C'est-à-dire que même si ces enjeux ne sont pas directement reliés à l'entreprise, ou en tout cas, ils n'ont pas leur origine dans l'entreprise, c'est important que les entreprises puissent les prendre en compte. Alors, quand on parle de ces enjeux, on est sur des thématiques comme, par exemple, la conciliation des temps, l'égalité professionnelle. On est aussi sur des thématiques qu'on doit nécessairement prendre en compte. Par exemple, chez les salariés, il y a de plus en plus de salariés qui sont aidants familiaux ou de familles monoparentales ou des temps de déplacement de plus en plus importants. Enfin, peut-être un peu moins ces derniers temps, mais en tout cas, tous ces éléments-là sont à prendre en compte aussi par l'entreprise. Et puis, le troisième type d'enjeux sont les enjeux du travail. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner en fait les rapports entre la personne au travail et son travail, hein, son rapport avec le travail. Donc là, on est sur des questions de quelle autonomie est-ce que l'on bénéficie dans le travail, les questions autour du sens du travail, de la qualité du soutien managérial. Et en fait, on est sur tout un ensemble de dimensions qui vont venir impacter positivement quand ça marche bien ou négativement quand ça marche moins bien, donc l'engagement des salariés. Et donc les démarches QVT, ça vise justement à regrouper des actions qui vont pouvoir traiter simultanément ces différents types d'enjeux. Alors, on va faire un petit détour par la définition de la QVT qui est donnée par l'ANI QVT 2013, donc l'accord national interprofessionnel QVT donc, de juin 2013. Quelle définition en est donnée? Donc cet accord dit que la qualité de vie au travail, ça désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus quand leurs organisations se transforment. Alors, ce qui est important dans cette définition, c'est qu'on voit déjà que c'est bien la question du travail hein, qui est centrale. Un autre élément important, c'est qu'on fait vraiment le lien entre les conditions de travail qui sont proposées aux salariés et puis donc la performance de l'entreprise. Alors, on parle de performance globale. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce qu'on entend par performance globale, c'est en fait trois types de performance. La première performance, c'est la performance économique. Donc la performance économique, c'est celle dont on parle le plus souvent en fait hein, dans les entreprises. C'est ce qui va permettre déjà de générer de la plus-value, de pérenniser hein, tout simplement l'activité de l'entreprise, de se développer également. Le deuxième type de performance, c'est la performance opérationnelle. C'est-à-dire que là, en fait, c'est la qualité qui est produite par le travail. La performance opérationnelle pour un hôpital, ça sera la qualité des soins. Pour la fonction publique, ça sera la qualité de service à l'usager, ça sera la qualité des produits, le service client, par exemple, pour une entreprise commerciale.
Et puis, le troisième type, le troisième axe de la performance, c'est donc ce qu'on appelle la performance sociale. Et ça, c'est en fait tout ce qui va favoriser, tous les éléments que l'entreprise va pouvoir apporter aux salariés et qui vont favoriser finalement l'engagement des salariés. Et ces trois types de performance sont complètement en interaction. Hein, et dans les démarches QVT, on veille justement à pouvoir alimenter ces trois types de performance. Alors, un autre point important qui est évoqué dans cet accord de 2013, cette ANI de 2013, c'est que ce qui va déterminer le ressenti de qualité de vie au travail pour un salarié, c'est essentiellement deux choses. Il y a tout d'abord tout ce qui va concerner les conditions de travail au sens large, hein, les conditions d'emploi, les conditions de travail. Mais c'est également la possibilité que les salariés ont de pouvoir s'exprimer et agir sur leur travail. C'est-à-dire que cet élément-là, pour un salarié, le fait de pouvoir quelque part être acteur de son travail, pouvoir parler de son travail, s'exprimer sur son travail, pouvoir être force de proposition sur son travail, ça va grandement participer au ressenti de bien-être au travail. Alors, quelles sont les actions en fait que l'on va mener, hein, les grands principes d'action de la QVT? Il y a déjà un premier principe, c'est parler du travail. Hein. Donc, on a vu que le travail, c'est central dans les démarches qualité de vie au travail. Donc, parler du travail, ça veut dire permettre aux salariés d'avoir des espaces où ils vont pouvoir s'exprimer sur leur travail, débattre, s'exprimer sur ce qui marche bien, sur comment on fait du bon travail, les difficultés rencontrées, être force de proposition. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de décloisonner. On voit souvent dans des entreprises qu'il y a des services qui fonctionnent un petit peu en silo. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir faire travailler tout le monde ensemble dans la mesure où bien souvent, on va travailler sur des mêmes sujets dans des services différents sans qu'il y ait les articulations nécessaires. Et puis le troisième volet, c'est le volet communication. C'est-à-dire que bien évidemment, il faut que la direction soit engagée dans la démarche, c'est mieux hein, qu'elle insuffle, mais après, c'est la question vraiment du déploiement et de la communication à tous les niveaux, y compris la communication sur les expérimentations que l'on peut faire dans ces démarches QVT, puisque ces expérimentations, c'est quand même au cœur des démarches qualité de vie au travail. Alors, il y a 4 grandes étapes hein, quand on veut mettre en place une démarche QVT. Une première étape où on va cadrer la démarche en fait et échanger en fait sur les enjeux. Hein. On a parlé des enjeux tout à l'heure. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place une démarche QVT? Qu'est-ce qu'on en attend comme bénéfice? Quel enjeu ça va servir? Donc partager en fait une représentation commune et se mettre d'accord sur les attentes et sur le comment on va faire, se mettre d'accord aussi sur les instances qu'on met en place. C'est le moment où on peut mettre en place un comité de pilotage, hein, notamment, qui va être paritaire. La deuxième étape, c'est le diagnostic. Donc, dans cette étape-là, en fait, on va partager, enfin identifier, faire un diagnostic partagé des thématiques de travail qui sont prioritaires, hein, puisque dans les démarches QVT, on ne peut pas travailler sur tout en même temps. Donc, on va se mettre d'accord sur ce sur quoi on va travailler. Et on va passer donc à la troisième étape où on va aller travailler sur ces thématiques. Ces thématiques, ça va donner lieu à des expérimentations, c'est-à-dire que là, on va pouvoir travailler sur des nouvelles façons de fonctionner. Dans l'expérimentation, on parle aussi de l'évaluation embarquée. Bon, c'est un petit peu jargonnant, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on expérimente une nouvelle façon de travailler, on va collectivement évaluer au fur et à mesure de la démarche qu'on a mise en place, la nouvelle façon de travailler. On va l'évaluer au fur et à mesure, on va réajuster hein, de façon à ce que, à la fin de l'expérimentation, si possible, on ait quelque chose qui fonctionne mieux qu'avant. Et l'étape de pérennisation, c'est la pérennisation et le déploiement en fait de la démarche. C'est-à-dire que ce qui marche bien sur un service, ça peut être déployé dans d'autres services. Et puis c'est aussi comment est-ce qu'on s'empare de cette démarche-là
pour que dès lors qu'on veut soit améliorer un fonctionnement, soit qu'on a un nouveau projet, on s'empare de cette démarche pour pouvoir impliquer les salariés et anticiper le plus possible la démarche. Alors, juste un petit focus sur l'expérimentation, puisqu'on vraiment vous en entendrez beaucoup parler dans les démarches QVT. L'expérimentation, c'est tout simple en fait, c'est pouvoir tester donc de façon très concrète, tester avec les salariés des nouveaux modes de fonctionnement et de nouvelles manières de travailler. On a un problème, par exemple, je ne sais pas, sur le délai de livraison de nos clients, c'est peut-être pas seulement le service logistique de livraison qui est concerné. Donc, on va mettre autour de la table les différents services concernés de façon à voir comment ce qui dysfonctionne, ce qui fonctionne bien aussi, et comment on peut donc proposer des solutions d'amélioration. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de service, donc la performance opérationnelle, si je reprends ce que vous expliquais tout à l'heure, d'améliorer aussi donc la performance sociale, le bien-être au travail, et puis ça va améliorer aussi forcément la performance donc au niveau économique. Alors, à quel moment on peut lancer une démarche QVT? Il y a plusieurs moments où on peut lancer. Alors, ça peut être quand on a effectivement identifié des dysfonctionnements et donc on a envie d'améliorer un processus. Donc, on va pouvoir s'emparer de cette démarche qu'on va pouvoir expérimenter d'ailleurs sur un petit périmètre. On n'est pas obligé tout de suite de construire une démarche très large. Ça peut se faire aussi, et c'est même recommandé si on n'a pas encore mis en place de démarche QVT, lorsqu'on a de nouveaux projets, par exemple un déménagement, la mise en place de nouveaux logiciels, d'un ERP par exemple, des projets qui vont modifier l'organisation du travail, c'est le moment de pouvoir lancer cette démarche-là. Cette démarche, elle pourrait être lancée aussi, bien sûr, dans le cadre de négociations sur la qualité de vie au travail, négociation d'un accord, par exemple. Alors, sur quoi est-ce qu'on va travailler dans le domaine de la QVT? Donc là, on a un regroupement donc, de grandes thématiques qui sont très très larges. Donc il y a autour de l'organisation, contenu du travail, les relations de travail et le dialogue social, la santé au travail, qui est un des axes aussi de la QVT. Donc vous voyez, dans la santé au travail, on y met notamment la qualité de la prévention des risques professionnels et notamment de la prévention des risques psychosociaux, parce que parfois on oppose un peu ces deux démarches qui ne sont pas du tout opposées, les démarches QVT et prévention des RPS. Ce sont des démarches totalement complémentaires. Quand on fait une démarche QVT, en s'intéressant vraiment au travail, on est finalement dans la prévention primaire des RPS. Et donc forcément, ces deux démarches-là se nourrissent et s'alimentent de façon réciproque. Quatrième axe de travail, ça peut être tout ce qui tourne autour du développement des compétences, des trajectoires professionnelles, donc l'accès à la formation, comment on gère la mobilité interne, les transitions professionnelles, est-ce qu'on a besoin de développer l'employabilité, par exemple, ça peut être un axe important pour des entreprises qui savent que leurs métiers vont être profondément modifiés sur les années qui viennent. Donc ça peut être vraiment un des enjeux forts à travailler. On est ensuite sur la thématique de l'égalité des chances, donc tout ce qui va être la conciliation des temps, vie personnelle, vie professionnelle, la diversité, non-discrimination, l'égalité professionnelle. Donc les entreprises qui ont signé des accords, souvent, ils sont assez focalisés sur cette thématique-là. Et puis la dernière thématique, c'est tout ce qui va tourner autour de l'engagement, du management. Et donc là, on est en fait dans tout ce qui va être la clarté de la communication, des décisions, sur la stratégie, sur les changements, les procédures de travail, etc. Donc, vous voyez, on a des champs très larges. Il est clair qu'on ne peut pas travailler sur tous les champs. Donc, tout l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir choisir les champs qu'on va privilégier dans sa démarche QVT. Il faut commencer par quelque chose, il faut se donner des priorités. Alors, dans les outils, et on va vous en présenter un certain nombre, il y a déjà des outils de diagnostic, c'est-à-dire
comment on se met d'accord sur les thématiques qu'on peut prioriser. Donc, Laurence va vous présenter tout à l'heure le jeu Les essentiels de la QVT. Donc, il y a d'autres outils de diagnostic, hein, bien sûr, d'autodiagnostic, des questionnaires, etc. Enfin, on va vous présenter ce jeu. On fera un petit focus aussi sur les espaces de discussion sur le travail, parce que ça, c'est vraiment un outil clé, hein, dans le cadre des démarches QVT. Et puis, on vous présentera aussi alors un jeu qui reprend la méthode d'analyse de situation-problème, donc un jeu qui s'appelle les RPS dans le document unique. Mais donc, en fait, la méthode d'analyse de situation-problème, c'est aussi une méthode c'est aussi un outil qui est souvent utilisé dans le cadre des espaces de discussion, notamment pour pouvoir parler du travail. Voilà, je vais passer la parole à Laurence. Oui, merci Nadine, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un ensemble de jeux au service de la QVT dans vos entreprises, une approche à la fois ludique mais aussi originale pour aborder un certain nombre de questions donc, dans les champs de la QVT. Voilà. Tout d'abord, le jeu de cartes Les Essentiels QVT. Alors, il faut savoir que nous proposons une gamme de jeux sérieux donc, sous forme de jeux de cartes. Là, je vais vous en présenter aujourd'hui 4 qui font partie en fait de la gamme Les Essentiels QVT. Excusez-moi, de la gamme Les Essentiels dans la collection Travail et réalité, où vous trouvez aussi d'autres jeux ludopédagogiques. Alors, les essentiels QVT, c'est avant tout un outil en fait qui est né, alors plutôt en région d'ailleurs, hein, parce qu'il faut savoir que les ARACT aussi contribuent à la production nationale pour vous proposer des outils opérationnels et accessibles en autonomie. Donc le constat est parti que de nombreuses entreprises, et on l'a vu au travers de ce qu'a dit Nadine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas par quel bout prendre les choses, et à un moment donné, on a envie, en tout cas, sinon à minima de s'intéresser au sujet, de pouvoir envisager ou de pouvoir engager une démarche QVT. Donc ce jeu est à la fois un outil de sensibilisation pour ceux qui démarrent sur la thématique, mais également un jeu qui va permettre, quand on aura un petit peu plus avancé sur le sujet, d'élaborer un plan d'action QVT, mais aussi de pouvoir regarder dans le rétroviseur en fonction de ce qu'on a déjà mis en place. Souvent, finalement, ce jeu aussi permet d'identifier que l'on fait déjà de la QVT, mais qu'on ne l'avait pas forcément identifié, formalisé. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Alors, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse en fonction de la finalité et de l'objectif que l'on va assigner à ce jeu de cartes. Il peut s'adresser aux directions, aux salariés, aux managers, aux représentants du personnel. Donc, pour exemple, nous devons mettre en place un dispositif de sensibilisation pour les salariés. Donc, nous allons pouvoir animer ce jeu au sein des équipes. Donc, il peut être porté et animé par le manager, il peut être aussi animé par des tiers facilitateurs comme les consultants ou des formateurs qui interviennent en entreprise. Mais quand on veut aussi et également aller plus loin, on va pouvoir utiliser ce jeu, par exemple, dans le cadre d'échanges au sein d'un CODIR, par exemple, d'un comité de direction, ou encore lorsque l'on va être en amont ou quand on va préparer des négociations autour de la question de la qualité de vie au travail. Pour ce jeu-là, il est constitué de 32 cartes qui, en fait, vont aborder l'ensemble des sujets de la QVT tels que les a, en tout cas, énoncés Nadine. Donc, on va rentrer par 6 thématiques et il y a donc des cartes, alors qui ne sont pas des questions, qui sont plutôt des affirmations et on va s'appuyer notamment sur 4 plots. Alors là, vous ne les voyez pas beaucoup, mais l'idée, c'est en fait, 4 plots permettent d'identifier si ce que l'on vous propose en matière d'action QVT a déjà été mis en place ou n'a pas du tout été mis en place mais on souhaiterait le faire, ou au contraire, elle n'existe pas encore dans l'entreprise et de toute manière, ce n'est pas la priorité, ou enfin, des actions qui ont été mises en place et qu'on aimerait valoriser parce que ça a fonctionné.
Alors, comme toute la gamme de jeux que je vais vous présenter là, en tout cas, tous ces jeux sont accessibles, en tout cas, pardon, on peut se les procurer moyennant 30 € par jeu, ce qui est un prix très accessible, en allant sur le site de l'ANACT. Alors, les essentiels de la charge de travail, c'est un jeu là, c'est le dernier né de la collection. Il a été donc publié cette année, notamment en regard de tout ce qui est remonté comme problématique. On a parlé des problématiques de santé au travail, qui font partie intégrante des enjeux de la QVT, et notamment autour de la question de la charge de travail, qui est apparue beaucoup plus prégnante lorsque les gens étaient en télétravail notamment. Donc, je vous présenterai rapidement aussi un jeu autour de la question du télétravail. Donc, ce jeu, qui est conçu à l'appui d'une méthode qui a déjà été éprouvée en fait pour pouvoir réguler la charge de travail et que nous utilisons au sein du réseau Anactaract dans le cadre de nos interventions avec les entreprises. Il nous est apparu important de pouvoir proposer un outil qui permette aux entreprises d'aborder la question, d'appréhender de quoi on parle quand on parle de charge de travail, mais aussi de pouvoir identifier des leviers pour pouvoir travailler sur cette question. Et la cible prioritaire sont les managers et les collaborateurs, mais on sait que c'est l'affaire de tous au sein de l'entreprise. Les essentiels télétravail est un jeu qui donc a été publié en 2020, alors vraiment pendant la crise. Il répondait initialement comme étant un outil qui permet de construire en fait son projet télétravail. Et très rapidement, comme vous le savez, vous qui avez tous certainement vécu de près le télétravail généralisé, est venu un peu se substituer puisque les attentes et les demandes des entreprises ne sont plus aux mêmes endroits aujourd'hui. Et on va pouvoir complètement utiliser ce jeu pour, par exemple, faire un retour dans le rétroviseur et voir un peu comment ça s'est passé et identifier ce que l'on a mis en place et savoir si, par exemple, on souhaite pérenniser, faire évoluer, mais également un outil pour préparer les négociations, que ce soit en concertation ou en tout cas permettre aux équipes de discuter de la question du télétravail d'une part, et également mettre en place des réunions préparatoires aux négociations où on peut complètement s'appuyer sur ce jeu de cartes. Ce jeu de cartes, comme vous le voyez, est constitué de 41 cartes. On retrouve les 4 clauses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, existant mais satisfaisant, existant mais amélioré, inexistant non souhaité et inexistant mais souhaité. Et à partir de là, on a aussi donc une approche qui est donc basée sur 3 axes thématiques. C'est-à-dire vous avez vos cartes avec ce que je vous expliquais, des affirmations, et donc on essaie de voir si nous, du coup, où on en est par rapport à ça. Et elles sont organisées en 3 axes qui permettent aussi d'avoir des éléments et des leviers pour réfléchir ou pour faire évoluer nos pratiques au regard du cadre et des moyens de ce télétravail en termes de méthode et aussi autour des questions managériales, puisque vous savez que le management est un outil central de la bonne mise en œuvre du télétravail. Toujours au regard des enjeux de la QVT, donc je vous présenterai ce dernier jeu qui est les essentiels EGAPRO, donc égalité professionnelle homme-femme. Nadine a évoqué donc la thématique de l'égalité des chances, de l'égalité de traitement. Et donc ce jeu, qui existe là depuis un peu plus longtemps maintenant, puisque le réseau Anactaract s'est emparé du sujet de l'égalité il y a plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui. Souvent les entreprises, l'actualité de l'année dernière était, en tout cas 2019-2020, était très centrée sur l'égalité salariale, donc qui est un des axes, notamment parcours et rémunération. Donc vous allez retrouver le même principe qui va vous permettre de mieux repérer les enjeux de l'égalité dans votre entreprise, de faire collectivement un état des lieux en fonction de ce que vous avez déjà mis en place et de poser collectivement les bases, par exemple, d'un nouveau plan d'action. Il peut vous servir complètement, en tout cas sur l'axe parcours et rémunération, pour enrichir votre démarche dans le cadre de l'index de l'égalité, par exemple.
Nadine, je vais donc te repasser la parole pour la suite de cette présentation. Merci Laurence. Alors on a évoqué tout à l'heure les espaces de discussion, donc je vous propose que l'on fasse un petit focus sur ces espaces de discussion qui encore une fois sont vraiment utilisés au cœur des démarches qualité de vie au travail. Donc quand on parle d'espaces de discussion, c'est donc déjà tout d'abord des espaces de discussion sur le travail, hein. C'est vraiment la question du travail qui est centrale. Ce sont donc des espaces collectifs donc, où on va réunir différents professionnels. Donc le périmètre, ça pourrait être le périmètre d'un service, mais de différents services. Par exemple, si on veut travailler sur une problématique qui concerne différents services, on va faire en sorte de réunir des professionnels de métiers différents pour avoir une représentativité en fait de ces différents métiers. Et donc le but, c'est de pouvoir permettre une discussion qui va être centrée sur la problématique de travail qu'on a identifiée. Et donc, on va travailler donc dans ce cadre-là de façon structurée. Hein. C'est-à-dire qu'un espace de discussion sur le travail, c'est un espace où il y a des règles bien précises et ce sont surtout des espaces qui sont inscrits dans l'organisation du travail. Hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait entre deux entretiens, entre deux réunions. C'est vraiment, il faut qu'on ait des temps dédiés. En règle générale, on va dire qu'en moyenne, un espace de discussion sur une thématique donnée, c'est en moyenne 3 séances de 2 heures. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Tout dépend évidemment de l'ampleur de la thématique que l'on souhaite traiter. Alors, donc dans cet espace, on va parler du travail. Les personnes vont pouvoir parler de mettre des mots sur leur ressenti au travail, mais par contre, il faut être vigilant parce que ça n'est pas un groupe de parole, ça n'est pas un lieu de soutien psychologique ou de recueil de plaintes. Donc c'est vrai que pour animer des espaces de discussion, il y a quand même un travail sur la posture d'animateur. Dans la mesure où effectivement il ne faut pas perdre de vue les objectifs, puisqu'il y a des objectifs très concrets de livrables, puisque le groupe devra faire des propositions d'amélioration. Alors, on parle de quoi dans ces espaces de discussion? On va parler du travail réel, c'est-à-dire tel qu'il se fait réellement. On pourra travailler des questions autour du métier. Qu'est-ce que le travail bien fait? Ça peut être une thématique, par exemple, sur des évolutions de métier. On va pouvoir parler de ce qui se passe bien, de ce qui pose également difficulté, des effets qu'il peut y avoir sur le travail, des conséquences qu'on peut rencontrer, des impacts donc sur les personnes, sur les relations de travail, sur la qualité du travail en elle-même. On va pouvoir essayer d'identifier les causes qui génèrent les dysfonctionnements dans l'optique de pouvoir proposer donc des pistes d'action, des pistes concrètes d'action. Et donc, si un espace de discussion sur le travail propose des actions, on voit bien que dans les 4 étapes que je vous décrivais tout à l'heure, c'est important qu'on ait défini ce qu'on va faire des propositions d'action, c'est-à-dire à qui on restitue ces propositions d'action, qui va décider, valider de la mise en œuvre effective des expérimentations avec ces nouvelles façons de travailler. Alors sur les espaces de discussion, si ça vous intéresse, vous avez vraiment tout un outillage aussi sur nos sites, que ce soit de la RACT Île-de-France ou de l'ANACT. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, aller vous approfondir le sujet. Alors, je vais vous présenter donc maintenant un jeu qui s'appelle les RPS dans le document unique, qui est un jeu qui a été conçu par l'ANACT en 2017, avec une nouvelle version en 2018, et qui est basé sur la méthode d'analyse de situation problème. En fait, ça c'est une méthode qui a été développée par le réseau depuis maintenant au moins 12 ans, 12 peut-être oui plus, pour aller identifier les facteurs de risque psychosociaux donc dans les unités de travail. Et cette méthode, en fait, elle a été transférée donc sous forme d'un jeu pédagogique où on va pouvoir constituer un groupe de travail et le faire jouer des situations, donc d'abord à partir de cas fictifs pour s'approprier la démarche,
Et ensuite, donc le groupe pourra s'approprier la démarche, après s'être approprié la démarche, pourra donc identifier ses propres situations et donc analyser ses propres situations problèmes. Alors, le but, c'est bien de pouvoir partager donc un référentiel commun et une méthodologie d'analyse sur les risques psychosociaux. Alors, comment se présente ce jeu? Il y a 3 volets principalement. Un premier qui est un jeu de cartes. Alors, un jeu de cartes qui est là pour sensibiliser en fait à la thématique de prévention des RPS. Ce jeu de cartes, il peut être utilisé de façon indépendante du reste du jeu. On peut l'utiliser par exemple avec un groupe, on peut créer des binômes et les gens se posent des questions. Il y a des questions-réponses et vraiment chaque question sur tout un ensemble de thématiques de la démarche de prévention des RPS. Chaque question peut donner lieu vraiment, peut être abordée de façon très rapide, mais aussi peut donner lieu à 1 heure d'échange si on le souhaite. Donc ça, on peut l'utiliser vraiment comme outil de sensibilisation. Le deuxième volet, c'est un plateau pour jouer la situation problème. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis, donc, il y a aussi des outils pour pouvoir intégrer les RPS donc, dans le document unique. Alors, l'élément clé dans ce jeu, donc, c'est l'analyse de situation de problème. Une situation de problème, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un événement très factuel, concret, qui s'est passé dans un service ou pour une personne et qui a généré un ressenti négatif. On a pu avoir aussi des impacts avec des conséquences plus ou moins importantes sur la personne elle-même, sur le collectif de travail, les relations de travail, et puis sur la qualité du travail réalisé, sur le résultat du travail. Donc c'est ça qu'on va appeler une situation problème. Donc avec ce jeu, on va appliquer cette méthode d'analyse de situation problème, c'est-à-dire qu'on va partir donc d'une situation problème, donc qui est un événement qui a généré un ressenti négatif, donc pour une personne ou pour l'ensemble du groupe de travail qui va travailler sur cette situation. On va identifier ensuite quels sont les acteurs qui sont concernés, les acteurs impactés ou impactants. On va identifier quelles sont les conséquences, donc sur 3 niveaux, sur la santé de la personne, sur les relations de travail et sur le travail réalisé. On va remonter aux causes, c'est-à-dire que, en fait, cette situation problème, qu'est-ce qui l'a généré? Et donc là, on va essayer de tirer le plus possible le fil pour remonter à toutes les causes organisationnelles, relationnelles, etc., qui ont pu générer cette situation-là. À partir de ces causes, on va identifier finalement des déterminants du travail qui constituent de façon collective des facteurs de risque psychosociaux. Et donc, bien sûr, le but, c'est pas d'identifier les facteurs de risque, le but, c'est de pouvoir derrière élaborer un plan d'action, donc élaborer un plan d'action, des mesures de prévention qui vont pouvoir réduire ces facteurs de risque. Et donc, ce jeu permet d'aller jusqu'à l'intégration donc dans le document unique. Alors, juste pour vous montrer un exemple, on a une grille de cotation pour analyser la gravité. Je rentre un petit peu dans la technicité du document unique. On a une grille pour analyser la gravité du risque. Là, ce qu'on vous propose, il y a la fréquence, dans l'exemple, la fréquence d'exposition qui est cotée de 1 à 4. La gravité, c'est coté de 2 à 8. On va ensuite appliquer un niveau de maîtrise du risque en fonction de est-ce qu'on a déjà mis en place des actions sur le risque considéré, et puis ça va nous donner donc on va avoir donc les risques résiduels avec un système couleur qui nous permettent de prioriser les risques en termes d'action à mettre en place. Donc là, on est vraiment sur le grand classique du document unique. Voilà, donc avec un exemple puisque dans ce jeu, vous avez un certain nombre de cas fictifs où on part de la situation problème pour aller jusqu'à l'intégration donc du risque dans le document unique. Voilà, je vais repasser la parole à Laurence. Oui, merci Nadine. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, il y a peut-être nécessité pour certaines entreprises peut-être d'être accompagnées à la fois peut-être pour mettre en place une démarche QVT, mais peut-être sur des points
précis, notamment qui ont été évoqués aujourd'hui. Et pour cela, depuis le début de la crise, un dispositif national mis en place dans le cadre des mesures gouvernementales a été déployé. Alors, il s'agit d'objectifs reprise, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. C'est un dispositif complètement gratuit à destination des entreprises de moins de 250 salariés pour donc les aider dans le cadre d'un appui expert sur les questions, par exemple, d'organisation du travail et notamment de qualité de vie au travail, mais également actuellement sur, par exemple, l'actualité du moment, c'est comment on va passer d'un télétravail contraint à un télétravail comment choisi, ou encore comment on est en plein dedans, préparer le retour des télétravailleurs en entreprise, mais c'est également aussi vous permettre de travailler et de continuer, en tout cas poursuivre vos actions, peut-être de façon un peu plus structurée en matière de prévention du risque, puisque le risque Covid est venu s'inviter dans la grille justement des préventions des risques professionnels. Et puis également, comment peut-être, en tout cas, développer un dialogue qui soit professionnel, comme notamment les espaces de discussion, peut-être à mettre en place, un retour d'expérience aussi sur ce qu'ont vécu tout un chacun dans l'entreprise, et bien sûr pour renforcer la qualité du dialogue social. Pour cela, c'est assez simple. Vous faites appel à Objectif Reprise en cliquant sur un lien qui vous emmène vers un formulaire à renseigner. Et ce formulaire, en fait, part directement en fonction de votre lieu de domiciliation de l'entreprise, part directement vers l'ARACT. Alors, en ce qui nous concerne, c'est l'ARACT Île-de-France. Notre périmètre, ce sont les PME et TPE de l'Île-de-France. Et vous exprimez très rapidement, en tout cas, vos besoins dans un premier temps, ce qui nous permet, nous, de vous recontacter dans la semaine qui suit au plus tard et de pouvoir vous proposer donc l'offre de service suivante. Vous avez rempli le formulaire, nous vous recontactons et nous vous proposons un rendez-vous pour un entretien d'orientation. C'est en fait un format d'entretien conseil qui nous permet à la fois d'être à l'écoute de votre situation actuelle, de vos besoins, d'essayer de retraduire ces besoins, à minima de vous donner un premier niveau de conseil, de vous permettre aussi d'aller peut-être identifier les bonnes ressources qui sont peut-être un levier pour poursuivre votre action. On vous oriente également vers des partenaires puisque nous avons un ensemble de partenaires au niveau du territoire régional. Donc ça peut être la CRAMIF pour les questions de prévention ou les ou les services de santé au travail, mais également vos fédérations professionnelles ou la chambre de commerce, la chambre de métier, etc. Mais également aussi d'autres acteurs qui vont vous permettre d'avancer sur vos questions. Et puis, nous, en fonction de vos besoins, une fois que on les a bien identifiés, on peut aussi vous proposer des ressources en ligne, comme celle qu'évoquait Nadine tout à l'heure, et j'ai vu que dans le chat, effectivement, Anne vous a proposé aussi d'autres liens pour aller chercher, donc, notamment le kit pour les espaces de discussion. Et puis, vraiment, si vous le souhaitez, nous pouvons donc vous mettre en relation avec un consultant qui vous accompagnera sur une durée de 4 à 6 jours. Voilà, excusez-moi. Alors, les prestations qui sont proposées dans le cadre de l'accompagnement, donc je vous rappelle que c'est un accompagnement complètement gratuit par des experts justement des conditions de travail. Ce sont donc des cabinets qui sont missionnés, qui ont été missionnés dans le cadre d'un appel d'offres national. Ils sont complètement attachés au respect de la charte déontologique de notre réseau. Donc, ils ont été sensibilisés et ce sont nos partenaires qui déploient leurs connaissances et leur savoir-faire auprès des entreprises. Et 3 prestations qui peuvent vous être proposées. L'appui flash, qui est un conseil de premier niveau, mais qui va un peu plus loin que ce que peut faire l'ARACT pour vous et qui vous permet, par exemple, de confronter en ce moment, par exemple, ça peut être une charte ou un accord télétravail, ou ça peut être aussi, je ne sais plus par quel bout prendre les choses, j'ai besoin de confronter mon plan d'action pour savoir si je suis dans la bonne direction,
un peu de méthode aussi, un apport de méthode. Donc là, on est sur un appui extrêmement court, mais qui permet en tout cas de repartir dans la bonne dynamique. Un accompagnement individuel approfondi, donc sur 4 à 6 jours, qui vous permet, comme je le disais tout à l'heure, hein, de pouvoir soit déclencher une démarche, sécuriser une pratique, mettre en place différentes actions bénéfiques pour la continuité de votre entreprise et de votre activité. Et puis des accompagnements collectifs ou semi-collectifs. Alors là, il s'agit en fait d'accompagnement inter-entreprise. Là, on était en intra sur l'accompagnement individuel. Et là, on sera sur de l'inter-entreprise, sur des thématiques. Alors, on peut avoir des entrées sectorielles, donc plusieurs entreprises d'un même secteur, plusieurs entreprises d'un même territoire, ou autour de thématiques partagées. Et dans ce cas-là, on vous propose des travaux, des actions en groupe, et puis ça peut être aussi un petit morceau d'appui individuel sur 4 à 8 jours. Tous ces services sont gratuits et sont à votre disposition, et vous pouvez y faire appel dès maintenant. Nadine, Anne, je vous laisse reprendre la main pour la dernière partie de ce webinaire. Oui, alors on va passer aux questions-réponses. Alors, 2 questions déjà posées dans le chat. La première te concerne, Nadine, puisqu'il s'agit de l'étape 2 de la démarche QVT, qui est l'étape diagnostic, pour rappel. La question est de savoir si c'est un diagnostic au sens propre de type ergo-RPS ou si il s'agit plutôt de définir ce que l'on veut. J'essaye de retraduire la question. En fait, ça peut prendre effectivement différentes dimensions. Moi, j'ai déjà travaillé avec des entreprises où ce volet diagnostic, des entreprises de taille plutôt importante, où le volet diagnostic, c'est vraiment un questionnaire qui va concerner tout le monde, où on va essayer d'avoir une approche qui peut, qui va être la plus large possible auprès de l'ensemble des salariés. Mais en fait, dans ce volet diagnostic, ce qui est important sur les démarches QVT, c'est de fixer ses priorités. Quelles sont les thématiques prioritaires? Et donc, parfois, je pense que c'est plus important d'essayer d'avoir un côté pratico-pratique, d'avancer sur la démarche, et peut-être que de réunir un groupe de travail, de se mettre d'accord sur donc les thématiques prioritaires que l'on a à travailler, ça peut être plus efficace, en tout cas plus rapide à mettre en œuvre, hein, que de passer effectivement par un diagnostic exhaustif de la situation. Merci Nadine, j'espère que ça a éclairé la personne qui a posé cette question. Deuxième question plutôt pour toi Laurence, puisqu'elle concerne les jeux et la cible de ces jeux. Est-ce que ces jeux sont plutôt destinés aux PME ou est-ce qu'ils peuvent être pertinents dans un groupe comptant plus de 1000 salariés? Alors, en fait, bien sûr, notre cœur de cible, c'est les moins de 250. Pour autant, ces jeux, en fait, sont utilisables dans tous les types d'entreprises. Et même dans le secteur, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public d'ailleurs. Donc, ils ont été adaptés en conséquence, à savoir que on peut aussi donc les mettre en place pour plusieurs groupes en même temps. C'est-à-dire que vous vous procurez plusieurs jeux et vous pouvez faire jouer des groupes importants. Ce qui va être important surtout, c'est de cibler la finalité, c'est-à-dire vers quoi on va et qu'est-ce qu'on veut obtenir à la finale. Je vous disais, soit c'est de la sensibilisation, donc on fait jouer une ou plusieurs équipes en même temps, par exemple. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est bien sûr à la fois ce partage autour de la table des joueurs, mais à la fois aussi cette mise en partage de ce que différents groupes auront travaillé, auront identifié. Et là, on sera plutôt dans une logique de construction, pas à pas, par exemple, d'une feuille de route ou de propositions à faire, peut-être à la direction, si on est peut-être dans un travail, dans une logique de concertation. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc oui, complètement adapté, à la fois secteur public et pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Alors, question suivante. Peut-on trouver un exemple de questionnaire réunissant tous les thèmes de la SQVT? Là, l'une ou l'autre, qui veut se lancer? Alors, peut-être pas dans le cadre du réseau Anactaract, mais de toute manière,
enfin, j'ai du mal à répondre à la question parce que un questionnaire, ce serait plutôt un autodiagnostic. Alors, je ne sais pas si la personne peut remettre un petit mot peut-être pour affiner sa question, ou si toi, Nadine, tu as peut-être une compréhension un peu différente de la question. J'ai les mêmes questions sur la question, en fait. Voilà, donc si vous pouvez affiner votre question et on revient vers vous. Là, il reste quelques minutes, donc on peut peut-être, voilà, constituer une réponse un peu plus pertinente à vous Parce qu'il proposer. il existe effectivement des questionnaires qui vont cibler plus particulièrement, qu'on peut construire d'ailleurs hein, aussi Oui, avec certaines entreprises pour cibler plus particulièrement certains aspects de la QVT en fonction de la demande et des besoins des entreprises. Alors, précision sur la question, c'est plutôt pour faire un diagnostic. Donc là, en effet, on a des outils sur voilà, on a des outils, ce mais point. du coup, que l'on va quand même adapter à la situation de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on construit régulièrement des outils d'autodiagnostic, notamment autour de la QVT. Après, on a l'outil GPS, si je ne me trompe, qui peut permettre aussi de faire Oui, un un premier état diagnostic, des lieux. Oui. un état des lieux, un diagnostic plus complet avant de rentrer réellement dans une démarche QVT. Donc Parcours ça, QVT aussi, également, voilà, parcours qui QVT. permet aussi d'aller regarder où on en est, en fait, de sa QVT. Hein, Voilà. voilà. On en fait régulièrement en fait. Donc n'hésitez pas à les fouiller sur le site donc de l'ARACT Île-de-France, aractidf.org ou celui de l'ANACT au niveau national. Voilà. Vous trouverez vous tapez autodiagnostic QVT, vous trouverez de nombreux outils. Voilà, mais c'est Voilà. pas le questionnaire, enfin, attention, hein, c'est pas un questionnaire sur Oui. l'ensemble, enfin, qui serait complètement complet, puisque comme vous le disiez Nadine, la QVT, ça va être aussi à la hauteur de la situation de chaque entreprise et de ses priorités. C'est-à-dire que rarement on couvre tout le spectre, et donc questionner tout le spectre pour questionner tout le spectre, on ne sait pas si du coup ça deviendrait pertinent dans l'immédiat. Alors, question complémentaire, quelle est l'utilité du questionnaire standardisé par rapport au questionnaire personnalisé? Bah je dirais que c'est complémentaire en fait, parce que on a tout un ensemble, tout un ensemble de thématiques, de questions qu'on va se poser qui vont être communes, quelle que soit l'entreprise. Et puis après, souvent c'est un peu restrictif, donc il faut pouvoir l'affiner et l'adapter en fait aux besoins de l'entreprise et aux thématiques que l'entreprise souhaite plus particulièrement creuser, qui sont pas du tout les mêmes en fonction du contexte, en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, de ce qu'elle a déjà mis en place, etc. Oui, On est c'est-à-dire qu'il y a la question de la contextualisation qui va, voilà, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le socle et puis après toutes les spécificités qui sont vraiment liées à l'entreprise A et qui ne sont pas pareilles que l'entreprise B. Pour donner un exemple, on a travaillé sur un questionnaire spécifique au secteur médico-social. Voilà, là, typiquement, les besoins ne sont pas les mêmes. Et l'organisation du travail n'est pas la même. Merci Anne. Question suivante, donc plutôt Laurence, pouvez-vous Oui, nous donner un exemple concret d'exploitation d'un jeu de cartes? alors un exemple concret, je vais partir plutôt dans ce cas-là de les essentiels télétravail puisque j'ai animé donc des sessions il y a quelque temps. Un exemple concret, c'était notamment autour de alors, j'ai bien compris qu'il y a un cadre pour mettre en place une charte. Donc, en général, il y a plein d'exemples, etc. Mais nous, on est une toute petite unité de 15 personnes et je ne trouve rien d'adapté à mon entreprise. Et en même temps, on a développé la pratique de télétravail quand ça nous est tombé dessus. On n'a pas du tout la culture et du coup, voilà, on n'arrive pas à savoir par quel bout prendre les choses. Et là, le jeu est venu à la fois permettre de partager un socle commun de connaissances sur la question, est venu aussi, en tout cas, interpeller et alerter sur les différentes dimensions du télétravail à prendre en compte dans la réflexion. Ça leur a permis d'identifier aussi les priorités sur lesquelles l'entreprise va se centrer au regard donc je dirais d'un modèle de charte assez standard. Et donc ça leur a permis finalement à la fois de prendre de la hauteur, de partager tout ça et de partir en fait dans une direction qui était on va pouvoir du coup adapter plutôt cette partie-là ou plutôt celle-là
parce que ça nous correspond de façon beaucoup plus précise. Donc voilà, par exemple, une exploitation, ou alors ça peut être aussi pour notamment une start-up qui se disait avoir la culture du télétravail parce que les gens travaillaient à distance, etc. Et on a notamment évoqué les questions managériales. Donc on sépare les cartes, on ne retient que les cartes autour du management, et ça permet effectivement voilà, d'aborder cette question du management à distance. Est-ce que ça répond partiellement ou, voilà, ou totalement à votre question? Alors, en attendant, Oui. je continue les questions parce qu'on a Ah oui, un on a... peu débordé, mais c'est pas grave, on va continuer à répondre à votre question. On a l'autorisation de continuer. Donc, déjà, donc Lucie nous demande si on utilise, nous, les questionnaires. Donc, j'imagine que c'est dans le cadre de notre pratique lorsqu'on intervient en entreprise. Voilà. On en utilise, mais ça n'est pas systématique. Je pense que ça n'est pas ça arrive, mais ça ne fait pas partie de notre pratique la plus courante dans les interventions en entreprise. Alors, en sachant qu'on est plutôt sur de la co-construction dans ce cas-là, hein, si voilà, on a vu que dans le cadre d'objectifs reprise, par exemple, là, je crois que c'était la semaine dernière, une de nos collègues a eu un cas où la demande était justement de pouvoir confronter la pertinence du questionnaire qu'elle avait donc elle-même élaboré. Et là, l'idée, effectivement, c'était non pas de construire ce questionnaire, mais de pouvoir avoir un feedback, un retour. Et d'ailleurs, donc, on a fait quelques préconisations pour optimiser en fonction des besoins de la situation. Voilà un exemple. D'accord. Pour revenir sur les jeux de cartes, Oui. alors, est-ce qu'il est possible de se former à l'animation du jeu? Alors, oui et non. Je pense que c'est effectivement peut-être voilà, un facilitateur ou, voilà, ou un intervenant qui pose la question. Alors, il faut savoir, c'est que c'est très simple à mettre en place. En fait, on est gardien en fait, du processus. Le principe, c'est... Alors, le déroulement, c'est... il y a des règles du jeu dans la boîte qui permettent effectivement de comprendre comment ça va se dérouler. Donc c'est assez simple en fait. Hein, c'est donc le groupe qui est identifié autour d'une table. Alors on peut le faire aussi à distance. Hein, je l'ai animé à distance là lundi et je recommence demain après-midi, mais pour un cercle d'acteurs du coup qui est défini là. Voilà, on mettra en place des ateliers pour expérimenter dès qu'on pourra refaire du présentiel. Et donc le déroulement c'est une personne donc qui va prendre la carte, qui va la lire pour tous, qui va la partager, et ensuite on va ouvrir la discussion et on va essayer de se concentrer un peu sur le temps et on se donne 5 minutes en gros autour de cette carte et ensuite on décide collectivement de la placer dans un des 4 plots dont je vous ai parlé. Ensuite, la deuxième étape, c'est donc on égrène un certain nombre de cartes. Comme je vous l'ai dit, ça peut être l'ensemble du jeu en fonction voilà, des objectifs ou une partie du jeu de cartes. Et ensuite, en fait, on va, pour le plot existant et satisfaisant, du coup, celui-ci, on va garder les cartes et peut-être qu'il y aura une action autour de la valorisation, ce qui a bien marché, parce que souvent, on ne communique que très peu, voire pas du tout, sur ce qui fonctionne bien finalement, et ça donne à voir et ça embarque aussi les gens hein, dans les projets. La carte inexistant mais non souhaitée, ben, ça veut dire que pour l'instant, c'est pas la priorité, donc on laisse tomber ce plot, et on va s'intéresser aux 2 plots existants mais à améliorer, et inexistant mais souhaité. Et là, à partir de là, on va essayer, collectivement aussi, d'identifier des priorités, soit pour faire remonter, soit pour prendre des décisions, et évidemment pour passer à l'action. Alors pour ce qui concerne le jeu, les RPS dans le document unique, par contre, il existe une formation qui est animée par l'ANACT. Donc je vous invite à aller regarder le catalogue de formation de l'ANACT sur ce sujet-là. En inter-entreprise, après, on peut l'animer, nous, mais plutôt en intra, et en fait au service de l'accompagnement d'une démarche de prévention des RPS. Alors, 2 dernières questions, en essayant peut-être de répondre succinctement. Est-ce que le livret oriente la démarche d'animation du jeu? Oui, oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des jeux qui ont été faits pour être
mise en œuvre en autonomie, hein. Donc c'est vraiment simple d'accès. Puis après, d'ailleurs, moi, je l'ai expérimenté il y a une année avec des acteurs qui interviennent en fait dans les ministères. Et très très rapidement, ils ont pu à la fois s'en emparer pour pouvoir le déployer et l'animer, et à la fois effectivement commencer aussi à trouver des variantes en fonction des publics et des objectifs. Et dernière remarque, hein, donc, de Cyril, je m'étais inspirée du guide méthodo et outils dispo sur le site de l'ANACT, version 2019, mais celui-ci a été créé avec et pour la fonction publique. Y a-t-il d'autres versions plus récentes, mais surtout plus industrie, plus tournées vers l'industrie? On est sur quel guide Oui, ça. Alors, Est-ce que Cyril peut compléter juste, parce que du coup, on a perdu peut-être un peu le fil. alors en effet, il me semble qu'on avait créé. Cyril, est-ce que si vous êtes toujours là, préciser le guide dont il s'agit? Hop, DGAP. DGAFP. Ah oui. D'accord. Alors, bah oui, typiquement, ce guide, voilà, la DGAFP, c'est en fait la super DRH pour l'ensemble des 3 fonctions publiques, celle qui phosphore et qui produit des guides pour l'ensemble, voilà, des 3 fonctions publiques. On est bien sur RPS, c'est ça? On est sur Alors, on n'a pas de Ouais, guide la plus récent et industrie. En fait, ce guide avait été fait à la demande de la DGAFP. ouais, voilà. Donc, il est en effet orienté fonction publique. Après, il peut arriver qu'on ait d'autres demandes. Ça peut être une demande d'une fédération, par exemple, une fédération liée à l'industrie. Et là, on pourrait développer en effet une version. Il ne me semble pas que ça a été le cas aujourd'hui dans le réseau QVT. Faites remonter éventuellement par votre fédération ou par votre Voilà. voilà, organisation professionnelle, hein. Ça peut être aussi voilà, un chantier. Alors en général, ce sont des chantiers de dimension nationale, hein. Alors, on a largement débordé, donc je vous propose de conclure. Donc, évidemment, le sujet était très, très vaste, hein, pour tenir en 45 minutes. Mais sachez que nous organisons régulièrement des ateliers un petit peu plus longs pour approfondir ces questions, hein, que ce soit la qualité du vie au travail, les risques psychosociaux, la charge de travail aussi. Donc, continuez à surveiller notre site internet. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter. Là, on va mettre en stand-by le programme et prendre un peu de vacances bien méritées. Mais dès la rentrée, vous retrouverez de nouveaux événements, évidemment. Tant qu'il s'agit des événements proposés par l'ARAC Île-de-France, sont des ateliers qui sont gratuits. Pour beaucoup, animés par Nadine, quand on est sur les thématiques de la QVT, RPS et charge de travail. Voilà, donc j'espère que ce webinaire vous aura en tout cas ouvert le champ de la QVT, qu'il vous permettra de continuer à avancer sur cette thématique. Merci beaucoup de votre écoute, merci beaucoup de vos questions, de vos échanges. Et puis n'hésitez pas aussi à suivre le programme du reste de la semaine, même si on est déjà mercredi soir, mais il reste encore des événements pour la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, vous pouvez vous inscrire aux autres événements. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.